La réutilisabilité des fusées a augmenté la fréquence de leur lancement, mais de nouvelles limites commencent maintenant à apparaître. Au début, l'idée semblait simple. Si une fusée peut atterrir et revoler, alors les cadences de lancement devraient augmenter et les coûts devraient être baissés. Cette hypothèse commence maintenant à être remise en question. Des entreprises comme SpaceX ont prouvé que les propulseurs pouvaient revenir, atterrir verticalement et être réutilisés. Cela seul a changé les attentes de toute l'industrie. Ce qui prenait des mois entre les lancements pouvait désormais se produire beaucoup plus rapidement, et ce changement a fait de la réutilisation l'objectif central des systèmes de lancement modernes. Les fusées réutilisables fonctionnent en récupérant des composants clés au lieu de les jeter. Un propulseur se sépare de l'étage supérieur et fait demi-tour. Il utilise ensuite ses moteurs pour ralentir et atterrir sur une plateforme ou un bateau-drone. Après l'atterrissage, le propulseur est ramené, inspecté et préparé pour une autre mission. Ce processus réduit le besoin de construire une nouvelle fusée pour chaque lancement. Il répartit également le coût de fabrication sur plusieurs vols. Les premiers résultats ont montré des gains clairs en termes de coût et de cadence de lancement, ce qui a rendu cette approche largement adoptée. Le succès initial est venu de la façon dont le système s'est rapidement développé. Chaque amélioration de la précision d'atterrissage et de la récupération a renforcé la confiance. Les délais d'exécution ont commencé à diminuer à mesure que les équipes gagnaient en expérience et affinaient les procédures. La fréquence des lancements a augmenté de manière prévisible à mesure que la réutilisation devenait monnaie courante. Des organisations comme la NASA et des entreprises privées se sont ralliées au système réutilisable comme norme future. Le modèle semblait stable et fiable, ce qui a encouragé de nouveaux investissements et une expansion. N'oubliez pas de vous abonner. La première contrainte majeure apparaît dans le processus de remise en état après l'atterrissage. Une fusée ne se contente pas d'atterrir et de redécoller. Elle nécessite une inspection, des tests et souvent des réparations avant le prochain vol. Les boucliers thermiques, les moteurs et les composants structurels subissent tous des contraintes extrêmes pendant le fonctionnement. Après l'atterrissage, les techniciens déplacent le propulseur dans un hangar où des vérifications détaillées commencent. Ce cycle d'inspection devient un facteur limitant à mesure que la fréquence des lancements augmente. La difficulté vient des conditions que la fusée subit pendant le vol. Les moteurs fonctionnent sous haute pression et température, et la structure fait face à des forces intenses pendant l'ascension et la rentrée. Les composants doivent être vérifiés pour la fatigue, les dommages ou l'usure à l'aide d'outils d'inspection et de procédures de test. Certaines pièces peuvent être réutilisées rapidement, tandis que d'autres nécessitent un remplacement ou un ajustement. Les exigences de sécurité empêchent les raccourcis dans ce processus. En conséquence, le temps de rotation cesse de diminuer et atteint une limite dure fixée par les contraintes d'ingénierie. La deuxième contrainte vient de l'infrastructure de lancement. Une fusée peut être prête à voler, mais elle dépend toujours du site de lancement et de ses systèmes. Les pas de tir, les systèmes de ravitaillement et l'équipement de soutien au sol doivent tous être préparés pour chaque lancement. Chaque étape nécessite une coordination entre de multiples équipes et systèmes techniques. Les installations ne peuvent pas gérer un nombre illimité de lancements simultanément. Chaque pas de tir ne peut supporter qu'une seule fusée à la fois. Même avec des fusées réutilisables, le nombre de pas de tir et de systèmes de soutien disponibles limite le débit. La mise à l'échelle des infrastructures est difficile, car elle implique de grands systèmes physiques.
La construction de nouvelles aires de lancement nécessite des travaux, des tests et des approbations réglementaires. Les systèmes de stockage de carburant, les lignes de transport et les zones de sécurité doivent tous être agrandis avec soin. La planification des plages de lancement joue également un rôle dans la détermination du moment où les lancements peuvent avoir lieu. Les fenêtres de lancement doivent être coordonnées pour éviter les conflits et maintenir les normes de sécurité. Ces contraintes limitent la rapidité avec laquelle la capacité de lancement peut être augmentée. La troisième contrainte réside dans la complexité opérationnelle. Chaque lancement dépend d'une charge utile qui doit être prête en même temps que la fusée. Les satellites, les cargaisons ou les systèmes d'équipage passent par leur propre processus de préparation et de test. L'intégration avec la fusée nécessite un alignement précis et des étapes de vérification. Si la charge utile est retardée, le lancement est retardé, même si la fusée est prête. Cela signifie que plusieurs systèmes doivent être prêts en même temps. La coordination devient le facteur limitant à mesure que le système se développe. Les équipes doivent synchroniser la préparation de la fusée, l'intégration de la charge utile, les conditions météorologiques et la disponibilité de la zone de lancement. Un retard dans une partie du système affecte l'ensemble du calendrier. À mesure que la cadence de lancement augmente, ces interactions deviennent plus fréquentes et plus complexes. Le système commence à se comporter davantage comme un réseau de dépendance plutôt que comme une simple séquence. À un certain point, gérer ce réseau devient plus difficile que de lancer la fusée elle-même. L'effet combiné de ces contraintes crée des rendements décroissants. La réutilisabilité conserve sa valeur, mais chaque augmentation supplémentaire du taux de lancement devient plus difficile à atteindre. Plus de fusées ne signifie pas automatiquement plus de lancement si le système environnant ne peut pas suivre. Le facteur limitant passe de la fabrication aux opérations. Cela marque une transition d'un problème matériel à un problème de système. Ce changement devient plus visible à mesure que les fournisseurs de lancement tentent d'augmenter la cadence. L'augmentation du nombre de propulseurs disponibles n'élimine pas les retards causés par les files d'attente d'inspection ou la disponibilité limitée des pas de tir. Même lorsque plusieurs fusées sont prêtes, elles doivent attendre l'autorisation, le ravitaillement en carburant et les fenêtres de planification. Cela crée un temps d'inactivité qui ne peut être éliminé par de simples améliorations matérielles. Le système commence à montrer que l'efficacité dépend de la coordination plutôt que de la simple capacité. Une autre couche de contraintes apparaît dans les chaînes d'approvisionnement et la disponibilité des composants. Les moteurs, les valves, les systèmes avioniques et les réservoirs de carburant doivent tous être disponibles au bon moment. Même les propulseurs réutilisables dépendent de pièces qui s'usent et doivent être remplacées. Les retards de fabrication ou les pénuries peuvent ralentir tout le calendrier de lancement. Parfois, un composant manquant peut retarder une mission même lorsque la fusée et la charge utile sont prêtes. Même une petite pièce peut finir par retarder un lancement entier. Une contrainte supplémentaire vient des cycles de test et de validation qui doivent être répétés pour chaque vol. Même lorsqu'un propulseur a volé plusieurs fois, tous les systèmes doivent être vérifiés à nouveau avant le lancement. Les capteurs, les systèmes de contrôle et les vérifications logicielles doivent tous confirmer que le véhicule peut voler en toute sécurité. Ces vérifications demandent du temps et beaucoup de coordination entre les équipes d'ingénieurs. Ignorer ou raccourcir ce processus introduit un risque qui ne peut être justifié. À mesure que la cadence de lancement augmente,
Ces étapes de validation ajoutent de la pression au calendrier et limitent la rapidité des opérations. La phase suivante se concentre sur l'amélioration de l'ensemble du processus de lancement, plutôt que sur la fusée elle-même. Des méthodes d'inspection plus rapides, des opérations au sol plus efficaces et de meilleurs systèmes de planification deviennent absolument essentiels. L'automatisation pourrait aider à réduire le temps nécessaire aux vérifications et à la préparation. L'expansion des infrastructures doit cependant être alignée sur la demande pour éviter de créer de nouveaux goulots d'étranglement. L'objectif est de s'assurer que l'augmentation de la disponibilité des fusées se traduise réellement par davantage de lancements. Les fusées réutilisables ont résolu un problème majeur, mais elles n'ont pas résolu l'ensemble du système. Elles ont levé un obstacle et ont révélé la prochaine série de limites. Le taux de lancement n'est plus limité par la réutilisabilité d'une fusée. Maintenant, il s'agit de la rapidité avec laquelle l'ensemble du système peut fonctionner ensemble. L'accent est passé de la simple construction de meilleures fusées à la gestion d'opérations plus complexes. Même de petites améliorations dans la coordination, la vitesse d'inspection et la façon dont l'infrastructure est utilisée peuvent entraîner des gains significatifs. Ces améliorations, avec le temps, s'accumulent et façonnent la conception des futurs systèmes de lancement. Merci de liker et de vous abonner. Et merci d'avoir regardé.